Samba Geladio. Aïe aïe aïe, mi belle parole. Yagouao, attention. Émission là ça, c'est en rediffusion. Mais papé, si vous voulez savoir plus, voyez message si mail là ça. AIS Radio 97 139 @gmail.com. Pas oublier, on dit sous paped avec AIS Radio. AIS Radio vous manquait? Maintenant nous sommes là. AIS Radio 105.8. Voilà, bonjour pour ceux qui nous prennent maintenant, qui prennent l'antenne de AIS Radio 105.8. Vous êtes bien dans votre émission Le pouvoir de la nature avec Liassa. Et nous sommes en compagnie de notre invité, le docteur Rébus. Et aujourd'hui, nous vous parlons du microbiote. Nous vous parlons de ce petit microbe qui vit, enfin de ces microbes, de cette diversité de microbes qui vit sur nous et aussi en nous et qui est le garant de notre santé, de notre bonne santé, et qui influence d'autres caractères, d'autres vies, qui nous influence sur d'autres, sur nos sentiments, sur d'autres manières d'agir également. Et ces microbes sont à l'origine de toute vie. Voilà. Et nous parlions également de l'eubiose et de la dysbiose. Alors je vais laisser docteur Rébus vous expliquer ce que c'est que la dysbiose. D'accord. Ouais. Donc quand on parle de... Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un microbiote équilibré ou eubiose? C'est-à-dire que vous n'avez pas de signe comme quoi il y a quelque chose qui va mal. Donc on appelle ça eubiose. Et comme je le disais tout à l'heure, chacun a un microbiote particulier, on va dire. Mais l'eubiose se définit comme un microbiote équilibré et que vous êtes en état de santé. Et un microbiote déséquilibré, c'est ce qu'on appelle dysbiose. Et vous avez donc des états pathologiques. Alors, ça va varier. Je vais vous redire la définition. La dysbiose se définit comme un déséquilibre qualitatif et ou quantitatif du microbiote intestinal. Et comment on sait qu'on est en dysbiose? Voilà, les principales causes de dysbiose, déjà, on va en parler. Qu'est-ce qui fait qu'on va être en dysbiose? Bon, l'environnement, on en a parlé, il y a les toxines, les polluants, les additifs alimentaires. On a une alimentation inadaptée. Il y a plein de produits chimiques, des édulcorants dans notre alimentation. Il y a la prise de médicaments, les antibiotiques et les anti-inflammatoires. Il y a le stress. Il y a des périodes de vie, oui, ça en fait partie. L'alcool, évidemment. Les antibiotiques. Et tout ce qui va nous déséquilibrer, d'accord? Là, le microbiote va mal. C'est ce qu'on appelle la dysbiose. Alors, comment on peut différencier les différents types de dysbiose? On va avoir deux types de dysbiose. Une dysbiose de fermentation et une dysbiose de putréfaction. Alors, en général, dans la dysbiose de fermentation, c'est des gens qui mangent beaucoup trop de sucre. Ils sont souvent constipés, ils ont des selles collantes, mauvaise haleine. Ce sont des gens qui font des états infectieux récidivants. Au niveau du ventre, il y a des ballonnements et des gaz. Notez bien, non odorants. Et des douleurs coliques à droite. Parce que je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait deux fonctions du lessive côlon ascendant et côlon descendant. Alors, la dysbiose de putréfaction, c'est plus quelqu'un qui va manger beaucoup de protéines, c'est lié à trop de protéines. Donc, quand on dit les protéines, c'est pas que la viande, c'est viande, poisson, œufs, tout ce qui est chair. Moi, je préfère dire chair ici, comme ça les gens comprennent. La chair. Ok, oui, effectivement, quand on dit viande, on voit la viande rouge. Voilà. Mais c'est pas que cela. Voilà, il y a les poissons, toutes les trop de protéines. Voilà, trop de protéines. Oubliez les protéines, on a tendance à en manger trop. Parce que les protéines, on en trouve aussi dans les légumes. Dans les légumineuses, il y a des protéines.
Donc, dans ces cas-là, la dysbiose de putréfaction, on a des gaz nauséabonds. Quand on a mal au ventre, c'est souvent des spasmes, des crampes. Et puis, au niveau du tube digestif, on va fabriquer des composés aromatiques qui sont responsables d'auto-intoxication. Donc, dans ces cas-là, les douleurs, c'est plus des douleurs coliques à gauche. Et puis, on a des selles plutôt glaireuses. Vous voyez les deux types de, on va dire ça, les deux types de dysbiose. Fermentation, où les gaz sont non odorants, parce que ça peut être, c'est vrai que on sait soi-même quand on a trop mangé, on peut s'observer. C'est des choses qu'on va observer soi-même. Est-ce que quand j'ai un gaz, ça sent pas, j'ai trop mangé de ça. Enfin bref, on peut le savoir soi-même. Alors l'excès de nourriture aussi agit de la dysbiose. Donc donc la dysbiose, je vais vous dire déjà les conséquences sur la santé, que ce soit de putréfaction ou de fermentation. Vous allez avoir donc un dérèglement du système immunitaire, avec souvent des infections récidivantes, des allergies, ce qu'on appelle, et puis aussi des atopies, syndrome. Juste quel type d'allergie? 2 exemples à peu près. Comment on va dire, les intolérances alimentaires. C'est déjà une allergie. Il y a des gens qui me disent, ils ne peuvent pas manger ci, ils ne peuvent pas manger tel truc. Gluten, pas manger les intolérances alimentaires, ils ne digèrent pas, etc. Donc, c'est qui va avec le syndrome de l'intestin irritable et les intolérances alimentaires. C'est pour ça que je continue à vous les dire. Et ces intolérances alimentaires vont entraîner des déficits en micronutriments parce qu'on va mal absorber. Et tout ça, c'est conséquence sur la santé, c'est le stress, l'anxiété, la dépression, le surpoids, syndrome métabolique, c'est-à-dire les gros ventres qu'on voit. Donc tout ça, c'est les conséquences sur la santé. Et ce que vous vouliez savoir, c'est comment on retrouve un bon microbiote, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire comment faire pour pouvoir retrouver un microbiote en santé. En santé, il y a déjà, ça passe beaucoup par l'alimentation, je veux dire. En gros, avoir plus de fibres, diminuer les viandes, là je parle bien de viande, favoriser les bonnes associations alimentaires, éviter les excès alimentaires, et au niveau alimentation, il y a des erreurs à ne pas faire. C'est-à-dire avoir une bonne combinaison alimentaire. Voilà, donc les erreurs à ne pas faire pour retrouver un bon microbiote, c'est déjà, il y a 7 erreurs qu'on ne va pas faire, qui sont vraiment importantes. C'est manger quand on est malade. Quand on est malade, on ne peut pas digérer. Je dis ça. Juste une petite parenthèse. Retenez ce que vous dites. Je disais ça à ma belle-fille. Elle me dit, mais la petite, elle est malade, elle est ceci. Je dis, mais et elle ne peut pas manger. Je dis, mais laisse l'enfant tranquille. Si c'est son corps qui lui dit de ne pas manger. Si elle ne mange pas, elle ne va pas mourir. Elle ne veut pas manger parce que le corps ne peut pas faire 2 choses en même temps, surtout si elle a chopé je ne sais quoi. Et le corps est en train de se réparer. Et comme le corps se répare, il ne peut pas encore gérer la digestion. Alors, il préfère se réparer. Il a choisi de se réparer et il a mis en point mort la digestion. Alors, c'est pour ça qu'elle n'a pas faim. Alors, laisse l'enfant pour le moment, ne t'inquiète pas. Quand le corps aura fini de se réparer, elle va manger. Tout à fait, vous avez raison, tout à fait. C'est-à-dire que ce qui est bien pour l'enfant, il faut l'écouter, c'est vrai. Voilà. Surtout en cas de maladie, mais pas pour tout, parce qu'il y a aussi des caprices des enfants. Mais en cas de maladie, l'enfant, on peut le suivre, mais avec quand même des petites lignes, c'est-à-dire vous suivez un petit peu c'est vous quand même qui est l'adulte qui dirigez, vous êtes le garde-fou. Donc parce que l'adulte, même quand il est malade, il mange, il dit qu'il a faim. Mais c'est pas possible d'avoir faim. Si vraiment, quand on a une fièvre, la fièvre va couper les sécrétions digestives. Je sais pas comment vous dire, ça ferme le robinet. Vous avez moins de sécrétions au niveau de l'estomac. Tout fonctionne parce que le corps est sur un processus d'élimination, il n'est pas sur un processus d'assimilation. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc même en tant qu'adulte, souvent les gens disent mais si, il faut que je mange pour reprendre des forces. Non. Donc manger quand on est malade, c'est déjà quelque chose qui va vous perturber.
la première chose, manger, c'est mastiquer. Ce sont nos dents, c'est notre premier extracteur, on va dire. Et surtout bien mastiquer. Bien mastiquer. Parce qu'il y a des gens qui mastiquent 2-3 fois, et normalement, c'est une vingtaine de par fourchette ou par bouchée. Il faut au moins mâcher 15 à 20 fois. Donc c'est des petits conseils, je vous donne. Comment retrouver un bon microbiote parmi les 7 erreurs à ne pas faire. Boire en mangeant. Oh là là, celui-là, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire. Pourquoi ? Parce que vous diluez vos sucs digestifs. On s'imagine que quand on va boire, ça va faire descendre l'aliment plus vite. Non, vous allez gonfler votre estomac. Et l'estomac va devoir travailler, il va faire des contractions sur une poche qui est beaucoup plus gonflée. Il ne faut pas oublier que à l'état de jeûne, l'estomac c'est une poche virtuelle. Donc vous imaginez, les deux parois se touchent quasiment, quoi. Donc quand vous commencez à remplir, il y a en bas le pylore qui va se fermer. Tout de suite, parce que l'aliment va se déposer en couches sur les parois, au fur et à mesure, et les contractions vont commencer à se faire. Et le bol alimentaire va être expulsé petit à petit. Donc quand vous buvez, vous gonflez. C'est comme si vous diluez vos sucs digestifs, quoi. Ça rend votre digestion moins efficace. D'accord ? Donc ça perturbe. Alors ensuite, j'ai parlé de manger quand on est malade, mais manger aussi en proie à de grosses émotions. Souvent, quand on est en colère, ça coupe les sucs digestifs. Et les gens vous disent, ouais, j'ai mangé parce que j'étais en colère, maintenant j'ai un poids sur l'estomac. Oui, parce qu'en fait, ça se digère pas. On digère pas. On digère pas. Ça coupe les sucs digestifs. Ouais. Bon, il y a la colère, mais il y a aussi l'amour. On vit d'amour et d'eau fraîche. Quand on est amoureux, on n'a pas faim. C'est incroyable, c'est le bien et puis voilà. Ben oui, on vit d'amour et d'eau fraîche. Voilà. On n'a pas faim, donc ça sert à rien. Et c'est vrai, dans les périodes amoureuses, vous allez regarder un petit peu, on a absolument pas faim. Après, il y a manger devant un écran. On n'a pas la sensation de satiété, parce qu'on est occupé à regarder un écran et pas à ce qu'on fait. Donc on va manger beaucoup trop. Il faut rester concentré. On est déconcentré. Sur chaque chose qu'on fait. Alors, monsieur Ollier, il le disait, le chercheur Joseph Ollier, il disait qu'il faut apprendre à rester concentré sur ce qu'on fait. Sur l'instant présent. Sur l'instant présent. On lit, on lit. L'esprit n'a pas à divaguer. On mange. On se baigne, on fait la vaisselle, ce qu'on fait. On regarde la télé, on écoute. On doit rester concentré. Vivre dans l'instant, c'est ça que ça s'appelle vivre dans l'instant. Être présent à ce qu'on fait. C'est pas évident. Non, être présent à ce qu'on fait au moment où on le fait. Non, il a tout à fait raison. Je dis ça. Et c'est ça qui crée aussi, comme vous dites, la bonne santé. Oui, ça va aider ça. Et puis après, ce qu'il faut apprendre, c'est les associations alimentaires. Donc la première qu'on peut déjà faire, parce que c'est facile, c'est bannir le dessert sucré, les glaces, tout ce qui est sucré après le repas. C'est-à-dire bannir le dessert carrément après le repas. Voilà, parce que ça va entraîner une fermentation de tout votre bol alimentaire et vous allez moins bien assimiler. Oui. Donc les gens ne comprennent pas ça. Vaut mieux prendre un dessert 4 heures après, vous avez mangé à midi, faire un petit 4 heures du dessert que vous auriez voulu prendre. D'accord. Moi je pratique ça depuis des années. Okay. Donc ça permet de maintenir mon poids, je vais dire. Ça aide à ça. C'est-à-dire pas de dessert sucré après le repas. Et même quand vous allez au restaurant, vous pouvez faire ça. Soit vous ne prenez pas le dessert, soit vous partez avec le dessert quand c'est possible. Quand c'est un gâteau, vous partez avec. Et voilà. Donc évitez le dessert sucré, évitez les fruits à queue tels que les oranges, la fameuse pastèque qu'on donne après le repas. Non. Rien comme dessert. Rien comme dessert. Ni fruits, ni gâteaux, ni glace, ni quoi que ce soit de ce genre. C'est simple à faire. C'est simple. D'accord. Donc, faire un goûter. Préférez faire un petit goûter de avec 3 le heures. Dessert. Voilà, avec le dessert que vous auriez pris.
ou pas de dessert du tout. De toute façon, on a tendance à manger trop de sucre et le sucre, c'est le premier. Bon, mais moi, je dirais que je me prive pas. Je vais manger une glace à 4 heures. Hein. Ça me plaît bien. D'accord ? Donc, vous pouvez manger sucré. On va pas tout interdire, hein, mais c'est la première chose. Pas en mangeant, en fait, oui. pas de dessert. Et voilà. Chez moi, les enfants étaient habitués, ils savaient. Hein, donc ils avaient un bon goûter sucré, enfin il y a des choses sucrées dans le goûter, mais il n'y avait pas de dessert à la maison. J'ai fait pendant un certain temps les fruits avant le repas, mais c'est ce que faisaient les gens avant ici. Alors, vaut mieux manger avant. Oui, en fait. Les fruits, il faut les manger avant le repas, 20 minutes avant le repas. Ils sont digérés beaucoup plus rapidement. Donc c'est les fruits avant le repas. Et les gens d'ici faisaient ça. Ma mère, elle nous racontait tout le temps qu'ils allaient dans les arbres fruitiers, ils mangeaient des goyaves, ils mangeaient tout ce qu'il y avait, des mangues, et puis après ils venaient manger le gros manger, comme on dit. Voilà. Hein. Donc s'il n'y avait plus de place pour le gros manger, tant pis, mais ils avaient déjà pris leur ration de vitamines. Hein. Donc vous, à la maison, vous pouvez déjà, les choses simples, c'est de ne pas faire de dessert. Moi, ce que j'enseigne, parce que j'aide les gens à récupérer leur forme sans les formes, donc je leur apprends comment manger. Hein. Et puis après, il y a les associations alimentaires. Mais les associations alimentaires, vous disiez, c'est tout un programme, ça. Vous disiez aussi pour l'eau, de ne pas boire de l'eau pendant qu'on mange. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer à quel moment boire de l'eau ? Oui. Alors, à quel moment boire de l'eau ? C'est une demi-heure avant le repas. Hein, et puis 2 heures après. L'intestin demande de l'eau. Mais pas boire tout de suite après le repas. C'est pareil. Vous allez gonfler votre estomac. Ok. Hein, et plus vous allez boire, plus vous allez vous sentir lourd. L'eau ne descend pas comme ça. Okay. Puisqu'il y a déjà de la nourriture dans votre estomac. Et quand on dit l'eau, c'est les liquides, quels que soient les liquides, que ce soit les jus. Alors, jus pendant le repas, c'est une aberration. Le lait pendant le repas, c'est une aberration. C'est une aberration. Pour moi, c'est une aberration. Oui, puisqu'il y a des gens, ils ont leur jus, ils ont leur... Voilà, c'est une aberration. Oui, mais c'est une aberration. Et le vin et tous ces trucs-là. Le vin, vous allez en prendre quoi ? Un petit verre de vin, ça va pouvoir passer. Non, ça peut passer pendant le repas parce qu'il y a déjà des tanins, il y a d'autres choses dedans. Pour ceux qui aiment le vin, ils peuvent le faire. Mais rien. Hein, moi, je sais, je vais au restaurant, je fais remplir les verres, je goûte dans chaque verre, mais je ne bois pas vraiment. D'accord. Hein, okay. Mais c'est des choses de... Je ne sais pas comment vous dire, c'est tous les jours chez vous. Il faut refaire carrément des formatages. Enfin, il faut se déformater et refaire. On a pris ça de l'extérieur. Hein. Oui, c'est le monde occidental. On a pris ça de l'extérieur. Oui, on ne fonctionnait pas comme ça. Hein. Toutes les pubs et tout ce que ça. Oui, je sais qu'on ne fonctionnait pas comme ça. On ne fonctionnait pas du tout comme ça. Hein. Moi, je prends le cas de ma mère. Elle nous a élevés à la maison. Il n'y avait pas de verre à table. Et on est 7, mais je vous ai dit qu'on est 7 à la maison. Il n'y avait pas de verre à table avec mes 2 parents, ça faisait 9. Il n'y avait jamais de verre à table. Hein, j'avais un frère qui était très rebelle à ça, donc il se levait, il allait boire. Mais il n'y avait pas de verre à table, on savait ça. Donc j'ai déjà été élevé comme ça, vous voyez. Donc il faut l'enseigner aux enfants, faut l'enseigner. C'est-à-dire qu'il faut revenir aux choses d'avant, puisque effectivement, nos parents étaient en meilleure santé, nos ancêtres étaient en meilleure santé que nous. Exactement. Ben oui. Et oui, je vous laisse continuer. Hein. Donc, je vous ai parlé, hein, les melons, les liquides, c'est avant le repas. Hein, tout ce qui est melon, pamplemousse, les fruits à queue comme ça. Parce que, de toute façon, ce qui est très curieux, c'est qu'on a gardé quand même, surtout en France, hein, de manger le pamplemousse avant le repas. Pamplemousse saupoudré de sucre. Moi, je vois ça souvent dans les cantines ou dans les restaurants. Les pamplemousses en entrée. Hein, okay. Et les melons aussi, les melons entourés de jambon, de Parme, etc. Vous voyez, en entrée. En entrée. Mais donc, ça ne fait pas partie de notre paradigme. Non, ça ne fait pas partie de nous, mais c'est pour vous dire qu'il y en a qui l'ont mis. Hein, ça veut dire que le fruit, c'est avant. Voilà, donc il y a quelques petites... mais ça ne fait pas partie de... Parce que nous, on mangeait plutôt les fruits le matin. Ou comme je vous ai dit, les fruits avant le repas. Voilà. Parce que quand on mange, par exemple, le fruit avec du jambon, ça fait quoi dans le corps ?
Non, c'est pas top comme mélange. Ah bon, d'accord. Parce que quand on parle d'équilibre alimentaire... c'est pas top comme mélange. D'accord, ok. Parce que je sais on parlait de bonnes combinaisons alimentaires. Voilà, et c'est ça. Il ne faut pas mélanger avec la viande. En fait, je vous laisse expliquer donc tout ça. les liquides, je ne vais pas faire un grand truc parce que c'est long. Donc je vous ai donné la base. Déjà le dessert, voilà. Après Est-ce qu'on peut mélanger le riz avec la viande? Voilà. Le riz, c'est un amidon. Voilà. Donc le riz, éviter le mélange amidon-protéine, c'est pas le meilleur mélange. D'accord. C'est plutôt protéine avec un légume. Ok. Donc amidon avec un légume, c'est-à-dire le riz haricot, c'est bon, c'est complet comme repas. Le riz avec tous les pois, ça fait un repas complet. Donc vous mangez le poisson avec des courgettes, avec des aubergines, la viande comme ça, avec du chou, je sais pas comment vous dire, des haricots verts, c'est légumes, protéines. Alors apparemment nous avons un auditeur en ligne ou une auditrice en ligne. Allô? Un auditeur. Allô? Je peux parler. Allô? Allô, vous m'entendez? Allô? Allô. Oui, voilà, j'entends. Oui, bonjour. Je m'appelle Harold, j'appelle les Abîmes. Harold, d'accord. Oui. Alors j'ai pris l'émission au cours, je vois que vous parlez d'alimentation et en fait moi j'avais une question, effectivement vous étiez en train d'en parler, sur les combinaisons alimentaires. Alors je voudrais savoir un peu ce qu'il faut éviter et ce qui est un peu plus conseillé, par exemple la tomate. Je sais que la tomate, je la mélange avec pas mal de choses. Je peux faire une salade avec de la tomate, des légumes, des concombres, tout ça. Et en fait, je sais qu'il y a certains mélanges à ne pas faire, ou en tout cas éviter entre les fruits, entre les légumes. Et en fait, je voulais savoir pour savoir quel type d'association c'est préférable de faire et quels sont les d'associations qu'il faudrait mieux éviter. Les associations. Reprenez ce qu'il a dit par rapport à la tomate. Alors, vous pouvez reprendre concernant la tomate. Alors, concernant la tomate, oui. Allez-y. Oui, c'était juste pour savoir si effectivement on peut manger la tomate avec tout en général, puisque je crois que c'est un fruit plutôt acide et je ne sais pas si effectivement on peut combiner avec tout. Est-ce qu'on peut le combiner avec le poisson, avec les féculents, etc. Je ne sais pas. D'accord. Donc la tomate, il ne faut pas oublier, c'est un fruit acide. Donc la tomate, elle se combine très bien avec le poisson, avec la viande. Ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le manger comme ça. Et la tomate avec du pain, ça passe moins bien. Parce que c'est acide. Et pourtant, on aime bien une salade de tomates avec du pain. Ça passe bien, mais c'est moins digeste. Faut s'observer. En fait, tous les plats nationaux de tous les pays sont un peu des plats indigestes. Nous, c'est notre riz et notre coulis en poisson, donc c'est amidon et protéines, c'est pas très digeste. En France, c'est des frites, steak frites, c'est pas digeste. En Italie, c'est des pâtes avec la viande, c'est pas digeste. Vous voyez ? Donc, la sécrétion de l'estomac s'adapte au bal alimentaire. Donc, les protéines, il faut un milieu très acide. Et les amidons, pas du tout. Donc quand vous allez manger beaucoup de protéines avec des amidons, donc vous allez avoir un processus de putréfaction qui va être important, et vos amidons ne sont pas bien digérés. Mais il faut faire l'expérience. Pendant une semaine, vous faites des bonnes combinaisons et vous allez voir l'allègement que vous allez avoir. L'allègement du glucides. Mais ça peut se trouver, je ne veux pas vous donner un cours, parce qu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis sur l'alimentation, comment on mange maintenant, etc. C'est vrai que je vous invite d'autres fois pour qu'on puisse pouvoir faire une émission spécialement sur la bonne combinaison alimentaire. Voilà. Tout à fait. Comme ça... Mais comment... les amidons sont mangés avec quoi? Est-ce que nous avons répondu à votre question? Oui, globalement, oui. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Globalement, donc
Tout ce qui concerne, par exemple, donc les fruits, je crois que je sais à peu près. Je sais que bon, on a des fruits, vaut mieux ne pas les associer entre les fruits qui sont plus ou moins doux, ceux qui sont plus ou moins acides ou neutres. Ou sinon, c'était surtout les combinaisons, avec tout ce qui est peut-être féculent. Et tout ce qui est, je sais pas, viande, poisson. Bon, après la viande, tout ce qui est cher, donc on essaie peut-être d'éviter un petit peu, mais c'était surtout sur les combinaisons vraiment à éviter, quoi. D'accord. Ok. Voilà. Je vous remercie. Merci. Ok. Donc, je continue à écouter. D'accord. Alors, moi, je voulais juste poser la question concernant les amidons. On peut les associer avec quoi alors ou est-ce qu'il faut les manger à part complètement ou... Non, les amidons avec les salades. Mais dans vos salades, faudra éviter de mettre du citron. Ah, ok. Il faudra éviter de mettre de l'acide. Il faut éviter les vinaigrettes. Voilà, quand vous mangez les amidons avec les salades. Riz ou les racines. Voilà. D'accord. Mais est-ce que les légumes amidonnés, c'est avec les verdures. Tout ce qui est salade, ça marche. D'accord. Est-ce que c'est les salades cuites ou crues? Ah non, des salades crues. Je parle des salades crues. D'accord. Et concernant maintenant, est-ce qu'on a fini avec la dysbiose, avec tout ce qui... pour qu'on puisse parler de l'eubiose, puisqu'il nous reste qu'une demi-heure, de l'eubiose, c'est-à-dire ce qu'il faut éviter. Oui, on avait dit la viande et l'eubiose, nous avons dit que c'est l'équilibre alimentaire. Nous avons parlé des glucides, des protéines et tout cela. Voilà. Alors pour pouvoir être en eubiose, justement, il faut avoir une bonne combinaison alimentaire. Il faut dormir bien. Il faut éviter le stress. Tout à fait. Il faut éviter le stress. Il faut être modéré sur l'alcool et éviter, si on peut vraiment éviter les antibiotiques. Tout à fait. Plutôt utiliser des choses naturelles, puisque nous avons des antibiotiques naturels comme l'ail, l'oignon, gingembre, miel, etc. Voilà. Et la cigarette, pour certains, bon, si on peut éviter tout cela, et puis l'excès de nourriture, comme vous avez dit, enfin, j'essaie de faire récapitulatif de tout ce que vous avez dit. Bien mâcher, bien mâcher, et également faire une bonne combinaison alimentaire et la bonne combinaison alimentaire. Vous avez parlé de toxicité. C'était quoi? Qu'est-ce que vous vouliez dire par toxicité? Toxicité de... quand on parlait des dysbioses, que ça fait partie... Enfin, non, les toxiques qui vont... Voilà, les toxiques qu'il faut éviter. Les toxiques, mais ils sont dans notre environnement. Voilà, c'est d'accord. Et c'est tout ce qui est... vous parliez de... Les polluants, les additifs alimentaires, tout ce qui va se retrouver dans notre alimentation. Ce dont on utilise aussi pour la maison, comme pesticides, comme produits pour nettoyer la maison. Si tout ça, ça fait partie des toxiques. Mais si on est par l'air qu'on va respirer, qui va être pollué. Voilà, tout à fait. Ça, c'est évident. Mais, on va dire, si vous avez bien compris, on a parlé de quasiment tous les microbiotes, et de notre... que c'est avant tout notre système immunitaire, c'est un système de défense, on dit, et de communication, de régulation. Tout ça, c'est un réseau qui se met en place, et faut respecter notre corps. L'important, c'est ne pas nuire à notre corps. Donc, parce que dans ce tube digestif, il va y avoir production d'anticorps, et blocage des réactions immunitaires envers les aliments, envers les protéines alimentaires, parce qu'on va devoir les absorber. Et
il va y avoir barrage. C'est la tolérance alimentaire et barrage pour ce qui ne doit pas rentrer dans nous. Hein. Donc, il faut permettre à ce système de bien fonctionner. Hein. Et les gens qui disent qu'ils ont mal à l'intestin tout le temps, il faut savoir quand même que la muqueuse intestinale, elle est renouvelée toutes les 3 semaines. Hein, toutes les cellules sont renouvelées. Oui, alors chaque fois que les gens me parlent d'un trouble, je dis mais en 3 semaines, c'est pour ça qu'on parle de ce rythme-là. Voilà, hein, 3 semaines, tout souvent on parle de 3 semaines, parce qu'il y a plein de choses. Bon, ça c'est pour l'intestin. Notre sang est renouvelé en plus de temps, c'est 120 jours les globules. Chaque organe a son rythme de renouvellement. Hein. Donc là j'ai parlé pour les intestins. Hein. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça. Alors, je demande aux auditeurs s'ils veulent appeler au 05 90 54 10 10 pour poser leurs questions concernant le microbiote, parce qu'aujourd'hui nous parlons du microbiote, de son efficacité dans notre vie, et comme le titre de l'émission l'indique, les microbes à l'origine de notre vie. De toute vie. Et voilà. Et vous pouvez appeler au 05 90 54 10 10 si vous avez des questions. Docteur, qu'est-ce qu'on peut faire également comme préparation? Parce que vous avez dit tout à l'heure que la dysbiose, c'est de la fermentation. Mais je sais aussi que la fermentation est bonne aussi d'accord. pour le corps, puisqu'on vend des produits fermentés, au contraire, qui améliorent notre flore intestinale, notre microbiote. Ah oui, tout à fait. Hein. Puisque pour rebondir un peu, les gens qui ont peur des microbes. Hein. Par rapport, puisqu'il y a la lactofermentation, il y a tous les produits, les yaourts et compagnie. Hein. Parce qu'on pourrait se dire, mais comment l'être humain il a fait pour traverser tout ça de siècles, des épidémies sans médicaments, parce qu'il n'y avait pas de médicaments autant. Hein. Donc ça veut dire que on a un système immunitaire qui est performant, avec des capacités d'adaptation incroyables. Et on peut, comme j'aime à le dire, il est faux de croire qu'on doit se soigner ou guérir. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'arrêter de nuire à notre corps. Voilà, alors une fois qu'on arrête de nuire à notre corps et on lui donne les beaux éléments, voilà. Eh ben, déjà, au moins en 21 jours, on commence à avoir une amélioration. Voilà, ça c'est important. Donc la lactofermentation, c'est ajouter des microbes, des bons microbes à notre alimentation. Ça aide à la digestion. Donc si vous en faites beaucoup, vous pouvez en parler de la lactofermentation. C'est un processus qui est fait avec des légumes, qu'on met avec du sel. Vous pouvez raconter ce que vous faites par rapport à ça. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Je crois que nous avons un auditeur ou une auditrice en ligne. Pardon ? Allô, à l'antenne, tu peux parler. Allô, c'est l'antenne. Oui, allô. Oui, bonjour madame, bonjour mesdames. Oui, bonjour. Alors, dans un premier temps, meilleurs vœux à vous tous et bonne santé, voilà. Merci. Donc, vous êtes qui? Excusez-moi, alors, vous je appelez? m'appelle Carl et je suis des Abîmes. Oui, des Abîmes. Carl des Abîmes. Ok. Voilà. Donc, j'aurais une question à poser à votre auditrice. Donc, dans un premier temps, merci pour les informations qu'elle communique, c'est très important. Donc, merci pour ce travail-là. Et la question que j'aurais posée, en fin de compte, moi, j'ai ma mère qui est diabétique. Et je sais qu'elle doit se contrôle une fois ou c'est 3 fois par semaine par rapport à son taux de sucre, hein, donc son insuline. Alors, quel est le type, on va dire, de régime alimentaire que vous proposez à une personne par exemple, pour le matin, pour le petit déjeuner, le déjeuner et pour le dîner, donc le soir. Donc s'il y a une possibilité de donner juste un exemple d'un menu pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Voici ma question. Concernant une personne diabétique. Hein? Oui, concernant le diabète. Merci pour votre question déjà. Et ça ne va pas être évident de vous répondre. Il faut déjà savoir
moi j'aime bien demander d'où elle part cette personne et qu'est-ce qu'elle fait déjà pour pouvoir modifier. Parce que donner un régime comme ça à quelqu'un, c'est pas évident à suivre. On va pas changer quoi que ce soit du jour au lendemain en posant quelque chose sur quelqu'un. Qu'est-ce que je fais déjà et qu'est-ce que je peux modifier? Moi, c'est comme ça que je pars parce que sinon, rien ne sera fait. Voilà. Donc déjà, il faut qu'elle évite le trop sucré. Donc elle peut partir sur un petit déjeuner à l'ancienne comme on faisait avant. Elle peut manger du lait, de la farine manioc, du lait de coco, farine manioc. C'est pas sucré ça. C'est bon pour le petit déjeuner. Ça, c'est des choses que je fais, vous voyez, c'est pas très sucré. Et ça peut être aussi des crêpes de dictame, il n'y a pas de sucre là-dedans. Vous faites des crêpes avec la dictame. La dictame, c'est une farine qui est vraiment bien assimilée, quoi. Et sans gluten. Donc vous voyez, c'est des petites... avec le lait de coco, mais on peut le faire avec du lait du lait d'amande, on peut faire avec d'autres laits végétaux. Il y a plusieurs types de lait avec lesquels on peut le faire. Ça, c'est des recettes que moi je fais. Donc elle peut faire aussi, avec du fruit à pain. Un lait avec du fruit à pain, cuit. Donc c'est pas trop ou une crème avec le fruit à pain, vous voyez. Donc ça c'est le plus simple. Et puis pour le midi, pour ne pas avoir de sucré, comme je disais, le midi c'est une viande, si elle mange de la viande avec un légume de préférence. Donc il y a du chou, quand c'est la saison des choux, il y en a en ce moment. Il y a des courgettes, il y en a en ce moment. Il y a des navets, il y a des carottes. Préférer ce qui est fait ici. Moi, je pars pour ce qui est ici. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ça dépend de son état digestif. Est-ce qu'elle a des dents qu'elle peut mâcher? Donc, est-ce qu'elle peut avoir des crudités? Vous voyez, il y a plein de choses. C'est une partie de la réponse. Je peux pas trop. C'est pas une consultation que je vais vous donner là. C'est pas évident. Je comprends tout à fait. C'est juste un exemple. Et pour le soir, pour le dîner, qu'est-ce que vous conseillez? Ça veut dire qu'il pourrait être, on va dire, faciliter la digestion pour le soir. Donc, une petite idée. Bon, le soir, c'est ce qu'on fait ici, c'est pas mal, la soupe de légumes. Tout à fait. Faite maison, évidemment. Comment? Il a dit. Une soupe faite maison. C'est pas les soupes vendues. C'est pas du liquide, c'est une soupe quand même épaisse. Oui, tout à fait, avec bien consistante, mais en tout cas faite maison. C'est ça que je voulais souligner. Voilà, tout à fait. Voilà, bon, d'accord. Ok, mais en tout cas, je prends note. En tant que bon fils, je me permettrai de lui faire certaines suggestions. Et évidemment, en tenant compte de ce qu'elle préfère, mais au moins, j'ai quelques pistes. Donc, c'est bienvenu, c'est très apprécié de votre part. Donc, merci beaucoup. Merci pour votre appel. Et voilà, donc merci je continue d'écouter. Voilà, oui, elle a bien répondu. Je continue d'écouter, je laisse la place à d'autres. Et bonne continuation, merci encore. Ok. Alors n'oubliez pas, chers auditeurs, auditrices, vous pouvez appeler au 05 90 54 10 10. Alors, nous parlions justement de fermentation, de lactofermentation et de son bénéfice pour pouvoir, si je peux employer ce terme, refleurir notre flore intestinale pour notre bien-être. Et c'est vrai que c'est bon pour notre alimentation. Alors je peux vous donner une petite recette de comment on fait la lactofermentation. Alors il vous faut pas grand chose et c'est facile à faire. Il vous faut un bocal, il ne faut pas qu'il soit stérilisé, il faut qu'il soit simplement propre, lavé proprement au savon et séché. Voilà. Un bocal, alors moi j'utilise plutôt à clapet, vous savez, avec le caoutchouc et qui se ferme avec le petit clapet, voilà, en métal, Enfin, c'est comme ça que j'appelle, voilà. Alors vous lavez vos légumes ou fruits, vous pouvez faire aussi avec les fruits. Alors pour les légumes, j'utilise plutôt du sel marin, et pour les légumes, les sels marins, et pour les fruits, j'utilise plus le sel d'Himalaya. Il est un peu plus salé que celui du... Et pour 1 litre
litre d'eau, je mets 30 grammes, en fait 3 cuillères à café de sel dans 1 litre d'eau. Et puis, enfin, vous voyez, moi, je prépare une bouteille de 2 litres. Un bocal. Non, je prépare d'abord une bouteille d'eau avec puisque les ingrédients. Avec uniquement le sel. Uniquement le sel. Et c'est ça qui va me permettre, c'est cette eau qui va me permettre de verser comme ça. C'est déjà dissous. Voilà, dissous. Et ensuite, j'ai mon bocal que j'ai lavé proprement et mon entourage est propre également. Mes légumes sont propres. Je les coupe soit en petits dés, soit en lamelles ou soit râpés. C'est en fonction. Il y a la carotte des fois que je râpe. Alors, vous pouvez utiliser toutes sortes de légumes sauf les pommes de terre que je n'utilise pas, les féculents en fait que je ne mets pas en lactofermentation. Mais sinon tous les légumes verts je les utilise. Girobo, carottes, choux, en fait navet, les pois, les pois verts, en fait tous les légumes en général. Voilà. Et même, vous savez, même les pois, le pois d'Angole, le pois aussi. Voilà. Et alors, vous mettez dans un bocal vos légumes que vous tassez bien. Il faut avoir un pilon pour bien appuyer dessus, pour bien les tasser dans le bocal. Et le bocal ne doit pas être rempli jusqu'à ras-bord. C'est-à-dire que les légumes doivent être à peu près, vous laissez un petit espace à peu près de 2 cm entre le bord du bocal et les légumes, le remplissage. Et ensuite, vous versez votre eau. Alors, votre légume, vous pouvez l'agrémenter avec du laurier, boîte, avec du thym, avec du poivron noir. Enfin, vous allez mettre une petite épice dedans, clou de girofle. Enfin, c'est vous qui choisirez. Et vous mettez également l'eau salée que vous avez préparée en amont et vous laissez l'eau salée. Il faut que l'eau salée dépasse légèrement les légumes que vous avez mis. C'est-à-dire qu'à peu près à 0,5 cm, parce qu'il faut laisser un petit espace, parce qu'après, avec la fermentation, ça va faire des bulles, ça va faire des gaz, et ça va suéter, ça va gonfler, et ça va suéter. Alors, vous fermez, ensuite vous fermez votre bocal, et vous mettez dans une assiette ou sur la paillasse, dans une assiette pendant 3 à 5 jours parce que ça va suéter. Vous allez voir que ça va couler dans l'assiette. Et après ça, vous pourrez ranger au placard à l'abri de la lumière. Et ça peut rester 10 ans comme ça, d'accord? Ou plus, hein? C'est de la fermentation naturelle. Et vous pouvez prendre ensuite, à partir de 10-15 jours, vous pouvez commencer à utiliser si vous voulez. Mais sachez que ça peut rester des années. La fermentation et ensuite vous pouvez utiliser, ouvrir votre bocal. Alors vous saurez si vous avez réussi votre lactofermentation quand vous allez l'ouvrir. Si ça sent pas la putréfaction, c'est que c'est bon. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà, ça sent pas la putréfaction, c'est que c'est bon et c'est mangeable. Bon, pour les gens qui n'ont pas l'habitude, c'est un goût un peu particulier, mais sinon c'est bon. Et pour les fruits, c'est pareil. Vous faites exactement la même chose. L'eau salée que vous préparez avant, mais avec le sel de l'Himalaya et ensuite, etc. Voilà. Donc la lactofermentation, c'est vraiment intéressant, hein. Ça permet, ça favorise la multiplication microbienne, hein, et ça vous aide, hein, pour la digestion après. Ça emmène beaucoup de lactobacilles. Hein. Voilà. Et ça a disparu, pourquoi? Ça a disparu pourquoi? Parce que on a considéré que notre corps était stérile, mais c'était une préparation qui se faisait beaucoup dans le temps, la lactofermentation. Hein. Exactement. Je ne sais pas si en Guadeloupe ça se faisait, mais en métropole, en tout cas, ils faisaient beaucoup de ce procédé. Et ça revient.
Hein, c'est quelque chose qui revient. Et pourquoi ? Parce qu'il y a eu toute une période où on a dit que les microbes c'était dangereux. Voilà, c'est pour ça. Donc on a enlevé ça et ça revient maintenant. Alors un autre type de fermentation, moi que je pratique, qui est facile aussi et qui est intéressant, c'est le kombucha. Le kombucha, c'est quand on dit kombucha, c'est un champignon qui associe des levures et des bactéries, comme on peut dire. Hein. Et il se cultive sur une infusion de thé sucré. Donc il faut avoir, c'est comme une mer de vinaigre. C'est une espèce de petite pellicule blanche qu'on va mettre dans du thé sucré. Et le thé va devenir... il va y avoir une légère fermentation et au bout de 8 jours, hein, quand on aura fait ce thé, et on va pouvoir boire le liquide. Alors comment je procède ? Avec la mer de kombucha, je prépare du thé. Je prends aussi des grands récipients. Hein. Moi je fais dans des récipients de... C'est 1,5 litre, non, de 2 litres, des grands bocaux, c'est des 2 litres que j'ai. Et non, 1,5 litre, voilà, 1,5 litre. Donc, et je fais pour deux bocaux d'1,5 litre. Donc, dans 1,5 litre d'eau, je fais bouillir 1,5 litre d'eau et je mets 75 grammes de sucre dedans. Ça, en gros, c'est 3 cuillerées à soupe de sucre. Je fais bouillir mon eau et mon sucre. Une fois que c'est bien bouilli, je vais rajouter 2 cuillères de thé. J'éteins le feu, hein, je vais rajouter 2 cuillères de thé dans l'eau. Je vais couvrir. Oui, de thé. Hein, et je vais laisser infuser jusqu'à temps que ça se refroidisse. Hein. Et quand c'est bien refroidi, je vais verser sur la mer de kombucha dans le bocal. Hein. Et je vais laisser comme ça 7 jours. Ah, et la mer est déjà dans le bocal avant. Elle est déjà dans le bocal avant. Hein, avec un petit peu de kombucha que vous auriez de la fois précédente. Ou alors quand vous commencez, si quelqu'un vous le donne, vous allez utiliser avec un peu de vinaigre pour la faire redémarrer. Hein. Donc le thé va se transformer en 8 à 15 jours, mais ici c'est 8 jours. Hein. Quand on est dans les pays froids, il faut plus de temps. Hein. Donc ça va se transformer en une boisson, on va dire, acidulée, pétillante, qui se rapproche du cidre. Hein. Et c'est une boisson qui est antibiotique, on va dire, en quelque sorte, mais naturelle, hein. Désintoxiquant, et ça renforce l'immunité. Hein. Et ça nous permet aussi d'éliminer les métaux lourds. Est-ce que vous saviez ça ? Ah non. Donc quand je suis arrivée en Guadeloupe, ça se faisait pas tellement. Moi je suis revenue en Guadeloupe là en 97 définitivement, mais je faisais des allées et venues. Et j'ai vu progressivement, maintenant on vend le kombucha dans les boutiques diététiques, alors qu'il n'y en avait pas du tout avant. Quand je suis arrivée, pas du tout, alors que moi ça fait plus d'une trentaine d'années. Oui, ça fait une trentaine d'années. Ah oui, ça fait une trentaine d'années que je fais ça. Parce que pour les métaux lourds, je sais qu'on utilisait l'eau d'argile, le charbon végétal. Mais je ne savais pas pour le kombucha. Donc ça renforce l'immunité, les métaux lourds, plomb et mercure surtout, ça aide pour aussi quand on a subi de la radioactivité. Et franchement, c'est un procédé qui vient de Russie, hein, d'après ce que j'ai compris. Hein, j'ai pas fait beaucoup de recherches, mais je vois que moi ça fait des années que j'utilise. J'achète pas de boisson sucrée, mais cette boisson, elle a un goût très particulier et je donne un peu à tout le monde pour faire découvrir. Il faut le faire soi-même, quoi. C'est vrai qu'acheter ça coûte cher, hein, mais ça a des propriétés intéressantes. Il y a eu beaucoup de travaux sur le kombucha aux États-Unis. Hein. Donc, comme je vous ai dit, elle amène aussi de l'acide glucuronique, des vitamines B1, B2, B6, B12, ainsi que de l'acide folique. D'accord ? Donc, c'est intéressant hein, quand on commence à travailler sur... alors qu'on dit, ouais, on aime ou on n'aime pas. Hein. Il y a des gens qui disent, ouais, c'est un drôle de goût, mais c'est un goût de limonade, de cidre, en fait. Ça ressemble beaucoup à ça le cidre, ou un pétillant, du thé gunpowder, mais on peut faire du thé noir, donc je peux l'aromatiser aussi avec du thym, avec du citron, une fois que le thé est fait. Ah d'accord, alors il faut faire le thé d'abord. Oui. C'est du thé de... un thé vert ou un thé noir, vous allez laisser infuser. Avec les thés de chez nous, est-ce qu'on peut l'utiliser avec les thés de chez nous, par exemple la brisée avec... Après, il faut d'abord un thé qui nourrisse, un thé de Chine ou un thé noir. Ah d'accord. Il faut un thé comme ça. Voilà. Thé noir, en fait. Voilà. Ah d'accord, d'abord. Okay. Et après, on peut mettre la plante de chez nous, mais bien
sûr. D'accord. Bien sûr. Ok. Après. Okay. Alors, c'est dans le thé qu'on met la plante de chez nous à infuser avec. Avec. D'accord. Voilà. Ok. Donc, c'est vraiment un petit, on va dire, une boisson de bien-être. D'accord. On peut l'utiliser, tout le monde peut l'utiliser. Oui. Peut boire. Quelle que soit la pathologie de la personne. Oui. Okay. Oui, c'est pas sucré. Voilà. Donc, c'est soit du thé noir, comme je vous ai dit, ou du thé vert. Mais il faut le thé d'abord. D'accord. C'est comme ça. C'est pas avec de la tisane. D'accord. Voilà, le thé gunpowder, la boîte, ça dure très très longtemps. Un thé noir non fermenté, un thé vert non fermenté. Voilà, c'est intéressant comme... Donc le bocal, il est pas recouvert, parce que le champignon a besoin d'oxygène. Donc on met juste un tissu pour qu'il n'y ait pas de bébête qui tombe dedans. Voilà. Et on dit il faut en boire 1 à 3 verres par jour. Vous n'allez pas boire toute la bouteille, mais c'est pas grave si vous le buvez, parce que c'est vrai que ça se boit très très bien. 3 verres par jour. 1 à 3 verres par jour une fois qu'on l'a fait. Ok. Voilà. Et la durée de vie est-ce que ça se fermente, ça s'abîme, est-ce qu'il y a... Non, ça se conserve très très bien. Une fois que vous l'avez fait, vous mettez la bouteille, vous remplissez des bouteilles. Moi, je remplis 2 ou 3 bouteilles. Je laisse un petit peu de kombucha. Le champignon, il reste dans le bocal, et un peu de kombucha au fond du bocal, et je mets mes bouteilles au frigo. D'accord, vous mettez au frais. Une fois que la fermentation est terminée. Parce que c'est dans des bouteilles. 6 jours. Et vous verrez, 8 jours. Ici, 8 jours. Et ici, quand vous le prenez, vous verrez, c'est légèrement pétillant. Quand c'est bien fait, c'est légèrement pétillant. Si vous le gardez plus longtemps, ça peut rester plus longtemps. Vous allez faire un vinaigre de kombucha. Ça va être très très acide. Alors, on peut utiliser le vinaigre. On peut l'utiliser, voilà. On peut l'utiliser. Au lieu d'acheter du vinaigre, on peut faire notre propre vinaigre. Voilà, c'est intéressant. Ben oui. La nature, elle nous offre beaucoup de possibilités. C'est à nous de savoir en profiter. Des choses très très simples. Alors, mes chers auditeurs et auditrices, vous pouvez appeler pour pouvoir poser des questions au 05 90 54 10 10. Aujourd'hui, nous parlons du microbiote, nous parlons du bien-être de nos intestins à travers nos bactéries, les microbiotes qui nous a... Ces bactéries qui nous gouvernent. Voilà. Ces bactéries qui nous gouvernent, ou ces microbes qui nous gouvernent. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Dans les processus qui peuvent nous aider aussi, quand on a pris beaucoup d'antibiotiques, vous voyez ce qu'on donnait? On donnait des ultralevures, ou après on vous dit de manger des yaourts, parce que ça permet de refaire une flore intestinale, parce que les antibiotiques... Les yaourts n'étaient pas... ça a des lactobacilles. Oui, non, mais après les antibiotiques. D'accord. Okay. Après les antibiotiques, vous allez manger 1 ou 2 yaourts pour coloniser. Refaire la flore intestinale. Pour coloniser votre intestin. Et il ne faut pas oublier que quand les gens sont vraiment pas bien maintenant, on arrive qui ont pris beaucoup d'antibiotiques, ils ont une flore complètement abîmée, on fait ce qu'on appelle des transplantations fécales. Donc on va très très loin, c'est-à-dire que les microbes qu'il y a dans nos selles sont importants. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Donc prenons soin, je veux dire, de notre tube digestif, qui est notre première barrière de défense avec le premier organe immunitaire, on va dire. Voilà. Nous avons un appel. Allô? Oui, vous pouvez parler un peu plus fort? Oui, c'est Thierry des Amis. Thierry des Amis? Oui, c'est... On a fait des amis aujourd'hui. C'est tout tel beau, c'est-à-dire que j'apprécie beaucoup votre émission. Vous pouvez parler un peu plus fort? J'apprécie beaucoup votre émission. Vous parlez du pouvoir de la nature. Et j'écoute. Je ne pose pas des questions, mais j'écoute. Je parle souvent pour toujours merci pour cette émission. Et merci aux médecins qui sont sur le plateau. Et c'est-à-dire que pour montrer ce que vous dites, c'est vrai. Je regardais une émission scientifique et il y a un gars qui faisait la minute et malheureusement
partie de son doigt qui a été coupé. Et mon frère, qui est un scientifique, malheureusement il est parti, qui est un scientifique, qui a envoyé une poudre. De poudre, et il a dit, mets ça sur ton doigt. Ça c'est cicatrisé d'abord, hein. Et c'est cicatrisé tout, mais il a dit, mets ça sur ton doigt. Alors, comme c'est son frère, il a obéi, il a fait ce que son frère disait, et c'est ce qui s'est passé. L'autre partie du doigt a repoussé. Et ce que on montre dans l'émission, c'est sans cicatrice, l'ongle a repoussé. Et il a, comme on dit encore, l'empreinte digitale est pareille, et tout est parfait. Tout. Le doigt est redevenu normal. Quand vous parlez du pouvoir de la nature, c'est vrai ce que vous dites, j'ai vu ça dans l'émission scientifique. Vous voyez? Oui. Oui. Je vous laisse répondre. Donc, je pense qu'il y a un intérêt de choses dans la nature. Vous avez raison, vous avez tout à fait raison. Je vous ai posé au docteur une question. J'ai entendu parler des gélules qu'on donne aux gens qui ont des problèmes comme ça, la microbiotique. Il y a des gélules, c'est-à-dire qu'on prend à partir de des microbiotes d'une autre personne, on lui donne. En fait, je veux savoir qu'est-ce qu'elle pense de ça. Je vous remercie beaucoup et merci beaucoup pour l'émission. Ok. Ok, au revoir. Merci pour votre répondu en premier. Alors oui, effectivement, j'ai déjà entendu parler de ça. Bon, moi je l'ai même vécu avec mon papa qui s'était coupé le doigt. Et le doigt n'a pas repoussé vraiment, mais dans la partie coupée, l'ongle a repoussé. Et l'ongle a repoussé, alors il a un petit ongle qui a repoussé dans la partie coupée. Parce que comment on va dire, le germe de l'ongle, enfin vraiment la racine était encore là. Ah, d'accord. Et donc c'est pour ça que c'est quand même assez. Oui, mais voilà. Comme chacun est unique, ça voilà, peut être très profond. Voilà. Peut-être que c'était très profond pour lui. Voilà. On peut dire que... Mais j'ai pas très bien compris le reste de la question. Il a posé comme question concernant le microbiote, il y a des gélules qu'on vend à base de probiotiques, prébiotiques. Les prébiotiques. Et qu'est-ce que vous pensez-vous de ces genres de ces gélules? Oui, alors... si c'est ce que j'ai compris. Oui, alors si vous parlez des probiotiques qu'on vend en gélules, ça peut améliorer certaines personnes, comme je disais, surtout quand on a pris des antibiotiques. On va donner des probiotiques à la personne sur 8-10 jours. Dans tous les troubles digestifs aussi, on peut en donner. Mais l'essentiel, c'est pas de donner ces produits-là, c'est de rééquilibrer la personne, lui apprendre à enlever ce qui nuit à son corps pour que son corps retrouve la santé. C'est dans un état de déséquilibre qu'on va donner ça. Donc, ce qu'on appelle les probiotiques. Voilà. Donc, il y a plusieurs marques. Il y a vraiment beaucoup de laboratoires. J'ai travaillé avec eux. Donc il y a plusieurs marques de probiotiques et de prébiotiques. Les prébiotiques, ce sont plus les fibres, et les probiotiques, ce sont les bactéries. Donc des lactobacillus, ça dépend de la composition des probiotiques. Il y a plusieurs types. Donc là, c'est les bactéries dans les probiotiques, et dans les autres, il y a un petit peu de bactéries, mais ce sont surtout des fibres dans les probiotiques, dans les prébiotiques, pardon. D'accord. Donc c'est intéressant pour améliorer. C'est une aide. C'est une aide. Voilà, c'est une aide quand on va dire déséquilibré. C'est ce que je dis tout le temps. Et je vous ai même parlé là de quand les gens font beaucoup d'infections et qu'on n'arrive pas à les améliorer avec les antibiotiques, on a complètement détérioré leur flore. On fait des transplantations fécales. Donc ça va très loin cette histoire pour que les gens se rééquilibrent. Donc c'est de l'humain à l'humain là. Donc c'est pas très ragoûtant quand on raconte ça. Mais vous regardez ce que c'est. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de ça, je dis waouh. Donc c'est nouveau toutes ces choses-là. Mais avant, moi je dis toujours, il faut arrêter de nuire au corps. On lui nuit beaucoup. Après, on cherche des remèdes. Revenons simples.
Hein. Laissons le corps se rétablir de lui-même. Donc tout ça, ce sont des aides, mais c'est pas pour le long terme pour moi. Voilà, c'est juste pour donner un coup de boost quand on a été affecté par quelque chose où on a eu une faiblesse immunitaire, mais ça ne doit pas être quelque chose de continuel à prendre. Voilà. La meilleure chose à faire, c'est de rééquilibrer son alimentation, de rééquilibrer, tout. Ça passe partout, voilà. le mental, ses émotions, tout, voilà, parce que on a besoin d'énergie pour vivre et vibrer, comme je dis. Voilà, pour pouvoir être en équilibre, voilà. Et être en équilibre. Et on parlait aussi de métabolite. C'est qu'est-ce qu'on entend par là? Voilà, parce qu'ils disent que c'est le métabolite, c'est tout ce qui c'est le fonctionnement de notre corps, le métabolisme, métabolisme, métabolite, tout ce que fabriquent nos bactéries, on dit s'appelle métabolite. Moi je vois pas trop. Elles ont un rôle à jouer. Voilà, par rapport à. Voilà. Alors bon, comme nous sommes arrivés à la fin de notre émission, nous allons. Mais je vous laisse conclure par rapport à tout ce que nous avons. Donc moi je dis, il faut observer la nature, chercher à comprendre ses lois. Car tant qu'on ne comprend pas ces lois, on fait des dégâts, on fait n'importe quoi. Hein. Et j'aimerais citer une phrase d'un livre: il faut travailler ici-bas sur terre dans le sens des lois de Dieu, d'y vibrer activement dans leur rythme, de traduire en acte la volonté de Dieu sur terre. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Hein. Je dis Dieu, la Mahat, le créateur, mais on doit respecter les lois et s'insérer dans les lois. Et les lois de la vie, on ne les connaît pas tous. Moi, je conclurai en disant également que prenez soin de votre santé et soyez acteurs de votre santé. Allez à la recherche. Ne vous arrêtez pas uniquement au Audi, mais vous aussi soyez acteurs de votre santé. D'accord? Alors, sur ce, je vous souhaite bon appétit et une bonne semaine. Et à très bientôt. AIS Radio 105.8. Enfin, la radio.